Afrique. Allons en Afrique où nous attend un sujet intéressant, c'est la visite qui se déroule actuellement en Russie du président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le président Assimi Goïta. À l'occasion de cette visite, plusieurs accords de coopération dans les domaines économiques, sociaux, culturels, scientifiques et notamment sécuritaires ont été signés entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Parmi ces accords, il y en a un qui attire une fois de plus notre attention, et c'est un rapport avec le premier sujet de cette émission, c'est l'accord de coopération pour le développement de l'énergie nucléaire pacifique du Mali. Un accord qui a été solennellement signé en présence des deux chefs d'État du Mali. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, et de la Russie, son Excellence, le camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine. Est-ce que ce développement des relations russo-maliennes nous surprenne? Oh que non. Les mêmes développements ont été observés dans les relations russo-burkinabées, dans les relations russo-nigériennes. Tous les pays de l'AES sont au diapason d'une coopération gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Mais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que vous avez la preuve de ce que je vous ai développé dans plusieurs émissions précédentes, que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont pris conscience de l'importance stratégique de la maîtrise de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, par définition, doit être utilisée de façon pacifique. Il n'y a pas d'énergie nucléaire qui ne s'utilise pas de façon pacifique. À la base, pourquoi? Parce qu'elle permet de produire de l'énergie à moindre coût et en quantité considérable. Si les pays sahéliens développent l'industrie nucléaire, ils sortent de la dépendance énergétique extrêmement forte envers les hydrocarbures. Dépendance énergétique extrêmement forte envers les barrages hydrauliques. Si l'énergie devient moins chère dans le Sahel et plus largement en Afrique, les économies africaines démarrent en flèche. On va se retrouver avec une croissance de, si on calcule avec leur indice, leur faux indice de croissance, on peut se retrouver avec une croissance de 20 ou 30% en Afrique. Si le prix de l'électricité est réduit de pratiquement 100% ou même seulement de 90%, on va se retrouver avec une croissance économique énorme dans toute la zone. Vous savez, ça veut dire qu'en fait, on pourra faire circuler plus facilement des voitures, on pourra faire fonctionner plus facilement des entreprises, on pourra mieux éclairer des villes, on pourra mieux faire fonctionner des usines, puisque les usines fonctionnent avec de l'énergie. On pourra mieux développer l'industrie. On pourra mieux faire travailler les tracteurs dans le domaine agricole. On pourra mieux faire travailler les ordinateurs dans le système cybernétique. L'énergie moins chère, c'est le développement accéléré dans tous les domaines. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en fait, la maîtrise du nucléaire entraîne immédiatement une révolution économique. Une révolution socio-économique. Les dirigeants sahéliens le savent. Parce que le problème de l'énergie est au cœur du retard du Sahel et de l'Afrique. Ce n'est pas normal en plein 21e siècle qu'en pleine capitale du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, on ait des délestages électriques. Alors que ces pays-là sont détenteurs de matières premières, ressources énergétiques en quantité considérable. Le fait que les dirigeants de ces trois pays insistent sur ce point-là doit être bien compris par les populations. Ces dirigeants ont compris que sans énergie moins chère, il n'y a pas d'économie qui décolle. Mais le corollaire est facile à vérifier. Quand l'énergie devient très chère, l'économie s'effondre. C'est ce qui est en train de se faire en France. L'énergie est en train de grimper en France, l'économie française est en train de plonger. Mais parce que les entreprises ne peuvent plus payer les factures de courant. Les entreprises ont du mal à assurer les factures de carburant pour fonctionner. Ce qui entraîne une hausse vertigineuse des prix.
des denrées de première nécessité et de tous les autres services et produits de l'industrie. Dès lors que l'énergie est très chère, tout grimpe. Or, tout grimpe alors que les salaires ne suivent pas. Conséquence, l'économie s'effondre. C'est ce qui est en train d'arriver ici en France. Et c'est cette menace qui pèse sur tout l'Occident. Le coût de l'énergie étant en train de grimper de façon exponentielle, les salaires ne suivant pas l'augmentation du coût de l'énergie qui entraîne celle de tous les prix, la paupérisation de masse est en train de frapper violemment l'Occident. Et cela des États-Unis jusqu'à... Je rappelle au passage que quand l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, qui est un lieu de passage des bateaux pétroliers les plus stratégiques, autant pour les États-Unis que pour la Chine, c'est là que Donald Trump a dit on ne va pas aller plus loin. On a entendu Trump crier il ne faut pas laisser fermer le détroit d'Ormuz. Trump a même pris son téléphone pour appeler le président chinois Xi Jinping pour lui dire dites aux Iraniens de ne pas fermer le détroit d'Ormuz parce qu'ils vont provoquer une crise pétrolière. Je ne veux pas provoquer une crise pétrolière. On a entendu Donald Trump chanter Kasongo. Kasongo yeye, mobali nangai. Kasongo mbona weu, songa libala, umbo yeye. Kasongo mbona weu, mbona weu. Trump est tombé où? Oui. Donc Assimi Goïta, pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger visitant la Russie, c'est qu'il faut rater. Il faut rater l'amélioration des conditions énergétiques. Le gouvernement malien, le gouvernement burkinabé, le gouvernement nigérien sont des gouvernements qui travaillent sérieusement sur la question. Nous pouvons leur faire confiance à très court terme pour vaincre le défi énergétique africain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Alliance des États du Sahel a bien compris que tant que vous n'êtes pas une puissance nucléaire, les puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes vous prennent en ça ne fait rien. Les puissances négrières, coloniales, impérialistes et néocolonialistes méprisent les pays qui ne détiennent pas la puissance nucléaire. S'ils n'ont pas osé attaquer eux-mêmes frontalement la Russie, c'est parce qu'ils savent que la Russie est une puissance nucléaire. S'ils n'osent pas attaquer frontalement la Corée du Nord, c'est parce qu'ils savent que la Corée du Nord est une puissance nucléaire. S'ils n'osent pas attaquer frontalement la République populaire de Chine, c'est parce qu'ils savent que c'est une puissance nucléaire. Si Donald Trump a lancé le cessez-le-feu contre l'Iran, c'est parce qu'il craint que l'Iran soit déjà une puissance nucléaire. Ah oui! Donc nous, Africains, nous n'avons pas à nous voiler la face, nous à nous cacher derrière le petit doigt, nous ni même à être impressionnés par les intimidations. Nous avons droit, nous, Africains, à la puissance nucléaire. Dans tous les sens possibles du terme. On peut appeler ça comme on veut. L'Afrique a droit, comme n'importe quel autre continent, à la puissance nucléaire. L'Amérique a la puissance nucléaire. Elle gère l'énergie nucléaire. L'Europe a la puissance nucléaire. Elle gère l'énergie nucléaire. L'Asie a la puissance nucléaire. Elle gère l'énergie nucléaire. L'Afrique a droit à la puissance nucléaire. Et il faut d'abord que dans l'opinion, nous qui professons des idées, nous qui contribuons à l'éducation citoyenne de notre peuple, nous faisions passer le droit à la souveraineté nucléaire parmi les droits fondamentaux. Sur ce point, il faut que le législateur africain se penche de toute urgence pour élaborer la loi de l'usage du nucléaire en Afrique. Le législateur africain doit affirmer partout en Afrique le principe de la souveraineté nucléaire africaine comme étant un élément fondamental de l'idéologie panafricaine de libération. Nous devons écrire, nous, Africains, décidons souverainement de développer la maîtrise de l'énergie nucléaire et décidons souverainement de ne nous soumettre à personne que la volonté de nos peuples souverains pour en faire l'usage le plus bénéfique à notre société et à l'humanité, c'est-à-dire l'usage pacifique. Parce que normalement, l'énergie nucléaire ne s'utilise que dans un usage pacifique. Si ça ne s'utilisait pas essentiellement dans un usage pacifique, il y aurait plusieurs pays du monde qui auraient déjà largué des bombes atomiques sur les autres. Les seuls à avoir utilisé l'énergie nucléaire dans un usage militaire, ce sont les États-Unis d'Amérique.
les 6 et 9 août 1945, ils ont jeté 2 bombes atomiques sur les villes de Hiroshima et Nagasaki au Japon. Personne d'autre ne l'a jamais fait. Donc, on ne peut pas être la puissance qui a utilisé l'énergie nucléaire sur le terrain militaire contre un autre pays du monde et être celle qui vient soupçonner les autres de vouloir faire la même chose. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont parfaitement raison de chercher à maîtriser l'énergie nucléaire parce que cette énergie est au final, quelle que soit la manière de penser cette énergie, l'une des conditions de la dissuasion géopolitique et géostratégique. Même si cette dissuasion n'est pas la priorité pour le moment, l'heure viendra toujours pour n'importe quel pays africain d'assumer l'usage dissuasif de l'arme nucléaire pour que l'Afrique soit en paix. Si on nous envoie des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique pour nous attaquer, si on arme des terroristes pour attaquer les pays africains, c'est parce qu'on sait qu'aucun pays africain ne détenant l'arme de dissuasion, on ne risque pas grand-chose. Quand l'Afrique sera une puissance nucléaire, civile et militaire, on ne s'amusera plus à nous envoyer des terroristes déguisés en turbans religieux pour nous déstabiliser et nous voler. Ça, c'est la leçon qu'il faut tirer ici. Maintenant, il y a un troisième niveau. J'ai vu les déclarations du président Poutine recevant son invité, le président Goïta. Le président Poutine et le président Goïta ont affirmé la conscience de la nécessité de développer les relations économiques, sociales, culturelles, stratégiques et de l'urgence d'aller vite sur ce terrain. Parce qu'en fait, le monde est en compétition entre 2 modèles. Il y a 2 modèles de la planète qui s'affrontent. Le modèle du monde unipolaire, monopolaire, un monde à la botte d'une seule grande puissance. C'est ce modèle que l'Occident, à travers son organisation militaro-politique, l'OTAN, a essayé d'imposer à la Terre depuis plusieurs siècles. Le monde unipolaire, dominé par une puissance. Il y a un deuxième modèle du monde, c'est le monde multipolaire. Un monde où il y a plusieurs pôles de puissance qui s'équilibrent et qui négocient les relations internationales entre elles. Nous sommes en train d'aller et de construire le monde multipolaire. Mais le monde multipolaire ne sera équilibré que si l'Afrique elle-même est une puissance. Et le président Poutine fait partie des dirigeants soviétiques et russes qui l'ont compris très tôt. Pourquoi? Je voudrais vous rappeler pourquoi. Officier de l'armée soviétique, avant le retour à la Fédération de Russie, après la chute du mur de Berlin en 1989, Vladimir Poutine fait partie des officiers soviétiques qui ont participé à l'accompagnement des mouvements de libération d'Afrique subsaharienne. On a des photos, on a des souvenirs et des traces de la présence de Vladimir Poutine auprès du front de libération du Mozambique, de Samora Machel. On a des images de Poutine aux côtés des résistants du PAIGC en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. On a des traces de Vladimir Vladimirovitch Poutine aux côtés des combattants du MPLA, Mouvement pour la libération de l'Angola, en Angola. On a même des traces de Poutine aux côtés du mouvement national congolais quand celui-ci entre en lutte de libération contre la domination de l'OTAN. On a cela. Donc Poutine possède une expérience des luttes de libération africaines. Il a même une expérience de ce pourquoi certaines de ces luttes n'ont pas abouti. Contrairement aux apparences, il connaît l'Afrique de l'intérieur pour avoir cheminé avec les Africains. Mais quel est le leitmotiv de la Fédération de Russie aujourd'hui en Afrique? Elle veut faire des affaires avec l'Afrique. Elle veut tirer bénéfice de sa coopération avec l'Afrique. Parce qu'elle sait que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Ça, on doit écrire ça. La Russie n'est pas en Afrique pour la beauté des yeux des Africains. Mais il faut être des niais et des candides pour penser qu'on nous aime pour la beauté de nos yeux. On peut avoir de très beaux yeux. On peut continuer à dire « Black is beautiful ». Mais la véritable raison, c'est « Africa is rich ». Ça, c'est un. Seulement, la Russie, dans son rapport à la richesse africaine, ne souffre pas de la maladie chronique de l'Occident. L'Occident souffre de l'angoisse du manque, que la Russie ne connaît pas. Parce que la Russie, c'est un pays continent.
qui a des réserves naturelles immenses, lui permettant même d'envisager pendant un temps suffisant de vivre en autarcie s'il le faut. Donc la Russie vient vers les Africains avec une angoisse en moins, l'angoisse existentielle de l'Occident. Elle vient vers les Africains non seulement avec l'ambition de tirer profit de la relation, mais d'empêcher l'Occident de dominer l'Afrique. Donc la Russie, dans son propre calcul et dans son rapport à l'Afrique, souhaite une Afrique souveraine, mais amicale et fraternelle envers la Fédération de Russie. Pourquoi? Parce que la Russie souhaite que dans un monde multipolaire, le pôle de puissance russe et le pôle de puissance africain et le pôle de puissance chinois puissent contrecarrer les pôles de puissance occidentaux, américains et européens. Voilà le calcul de la Fédération de Russie. Alors pourquoi je ne dis pas que la Fédération de Russie voudrait dominer l'Afrique? Parce que quand elle pouvait, elle n'a pas réduit les Africains en esclavage. Quand elle pouvait, elle n'a pas envahi l'Afrique pour la coloniser. On ne peut pas dire aujourd'hui au XXIe siècle que les Russes veulent nous envahir. Ce n'est pas vrai. Que les Russes veulent constituer les pays africains en colonies de peuplement, ce n'est pas vrai. Celui qui le dit ment. Mais la Fédération de Russie veut aider l'Afrique à développer des pôles de puissance et à être en alliance avec elle pour contrer l'influence nocive de l'impérialisme et du néocolonialisme occidentaux. Voilà la vérité. Et donc, l'attention toute spéciale que le président Poutine a pour les dirigeants du Sahel, elle vient du fait qu'il a bien compris que le Sahel est le premier noyau dur de la puissance endogène africaine. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Tilana. Tilana Yomi. L'alliance des États du Sahel est le premier noyau dur de la puissance africaine dans le monde multipolaire. Dans les analyses et les travaux des géostratèges russes, le renforcement de l'alliance des États du Sahel est un élément fondamental pour mettre fin à la domination multiséculaire du monde monopolaire et unipolaire occidental. C'est donc ce jujutsu, c'est ce kung fu, c'est ce massing, ce misinga, c'est ce duel à distance des puissances qui explique le soin pris par le président russe à n'afficher aucune condescendance, à n'afficher aucun mépris, aucune autosuffisance face aux Africains. Et de toutes les façons, sa formation d'agent secret le prédispose à comprendre la psychologie des Africains. Regardez les attitudes du président Poutine envers ses homologues, de quelques pays que ce soit d'ailleurs, mais surtout envers les Africains. Poutine se comporte envers les Africains comme un Africain. Il a cette capacité d'entrer dans ton monde. Il a cette capacité d'habiter ton univers, qui lui vient de sa formation d'agent secret. Parce que le KGB leur a appris à ressembler à celui avec qui ils veulent coopérer. Voilà pourquoi les dirigeants africains qui se rendent à Moscou sont visiblement plus à l'aise que quand ils sont à Paris ou à Washington. Parce que même dans le comportement non verbal de Poutine, il n'y a aucune trace d'une quelconque prétention à traiter les dirigeants africains de haut. Pourtant, il est à la tête d'une puissance supérieure aux puissances africaines actuelles. Mais il a compris que c'est en aidant les Africains à construire une puissance suffisante que la Russie pourra contrer le plan d'hégémonie mondiale des impérialistes occidentaux. Et ce que je vous explique là est reconnu par les grands géostratèges occidentaux eux-mêmes. L'un des plus grands d'entre eux s'appelle Zbigniew Brzezinski. Il a écrit The Grand Chessboard, le grand échiquier, un livre de référence que je vous prie de lire quand vous en aurez le temps. Il explique que l'Occident n'a aucun intérêt, l'Occident politique, n'a aucun intérêt à ce qu'apparaisse un monde multipolaire. Parce que dans un monde multipolaire, l'Occident sera minoritaire. Celui qui va contrôler le grand continent eurasiatique et qui peut contrôler l'Afrique domine le monde. Zbigniew Brzezinski l'écrit. Quand vous lisez les déclarations des dirigeants occidentaux, vous vous rendez aussi compte que plusieurs d'entre eux n'hésitent pas à faire
référence à un avenir de l'Occident qui se trouverait en Afrique. C'est le cas notamment du président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils considèrent que leur puissance est conditionnée par la continuation de l'exploitation des richesses africaines. Donc l'Afrique est, contrairement aux apparences, le continent central de la géopolitique du XXIe siècle. D'abord, c'est le plus grand continent au monde et c'est le continent central de la géopolitique du XXIe siècle. Dans les cartes géographiques, les spécialistes de la cartographie de l'Occident ont dessiné les continents de telle façon que l'Afrique paraisse aussi petite, voire même plus petite que l'Europe, plus petite que l'Amérique et plus petite que l'Asie. Dans la réalité des proportions physiques, l'Afrique est le continent central de l'humanité. C'est le plus grand continent du monde. Dans la réalité, l'Afrique est le continent le plus riche en potentialité du monde. Dans la réalité, l'Afrique est le continent le plus convoité de la planète. Les visas d'entrée en Afrique devraient être les visas les plus recherchés et les visas les plus difficiles à obtenir, car l'Afrique est le continent le plus riche. Il faut rendre à l'Afrique son véritable statut. Continent central de l'humanité, continent central de l'homme. Continent central de l'homme. Voilà mes chers amis, l'analyse que je voulais donner de ce sujet, de la grande visite du président Assimi Goïta, eh bien, en cours encore en Fédération de Russie. Partage la vidéo et puis abonne-toi.